Nous sommes en 1887. Albert Abraham Michelson et Edward Morley s'apprêtent à mettre un terme définitif à un questionnement aussi vieux que l'histoire de la physique. Quelle est la nature de la lumière? Ils en sont certains, leur série d'expériences vont enfin permettre de mettre en évidence la substance invisible dans laquelle elle se propage. Ce sera un triomphe et à l'évidence, cela marquera le point final de cette quête sur laquelle les physiciens et les mathématiciens ont suffisamment avancé pour que seule une confirmation expérimentale puisse clore le dossier. Malheureusement, ils ne parviendront jamais aux conclusions auxquelles ils s'attendaient. Ils ne le savent pas encore, mais ce qu'ils considèrent alors comme un échec est le point de départ vers l'une des plus grandes découvertes de toute l'histoire de la physique. Revenons quelques années en arrière, au XVIIe siècle avec l'une des premières oppositions frontales entre deux physiciens de renom, Christian Huygens et Isaac Newton. Ces deux monstres de la physique ont en effet deux conceptions bien différentes de la nature de la lumière. L'un pense qu'elle est de nature ondulatoire, l'autre qu'elle est de nature corpusculaire. Avant d'aller plus loin, il est décisif de bien expliquer ces deux notions. Si la lumière est de nature ondulatoire, comme le pense Huygens, il faut la penser comme une onde, c'est-à-dire un phénomène similaire à celui des vagues qui se propagent dans un lac lorsqu'on lance une pierre dans l'eau. Dans ce cas, la lumière n'est pas un objet en tant que tel, mais un phénomène vibratoire qui se propage dans un milieu, dans notre cas, l'eau. Si la lumière est de nature corpusculaire, comme le pense Newton, c'est tout le contraire. La lumière serait alors composée d'un flot de minuscules particules invisibles. Et cette vision n'est absolument pas compatible avec celle de Huygens. L'arbitre qui va statuer sur l'une ou l'autre de ces approches porte un nom, la renommée. En effet, lorsqu'il publie son traité d'optique sobrement intitulé Optics en 1704, Isaac Newton est extrêmement respecté pour le travail gigantesque qu'il a accompli avec son œuvre majeure que sont les Principia en 1687. Et c'est tout naturellement que sa vision l'emportera sur celle de son collègue, mais néanmoins concurrent, sur la communauté scientifique de l'époque. Toutes? Non. Car une poignée d'entre eux résistent encore et toujours en défendant la thèse ondulatoire de la lumière. En 1801, Thomas Young décide de trancher avec un dispositif ingénieux. En envoyant de la lumière à travers deux fentes, et en expliquant le motif qui résulte du passage de la lumière à travers ces fentes. L'idée est simple. Si le motif a la même forme que la fente, on aura toutes les raisons de penser que la lumière est faite de corpuscules. En revanche, si le motif révèle des interférences, cela signifiera qu'on a affaire à une onde. Le résultat de l'expérience est clair, la lumière a un comportement ondulatoire. Il reste alors une dernière question à élucider qui achèvera définitivement de donner raison aux tenants de la théorie ondulatoire. Dans quel milieu se propage cette onde qu'est la lumière? En effet, tout comme nos vagues ont besoin d'eau pour se propager, ou le son a besoin d'air pour arriver jusqu'à nos oreilles, toutes les ondes ont besoin d'un milieu dans lequel elles se propagent. Alors, qu'en est-il pour la lumière? L'air? Impossible. La lumière n'a pas besoin d'air pour se propager, sinon comment expliquer que la lumière des étoiles nous parvienne du vide de l'espace? Les scientifiques imaginent alors un nouvel élément pour répondre à cette question, l'éther luminifère. L'éther serait donc un milieu présent partout dans l'espace, immobile, invisible, dans laquelle se propage la lumière. À la fin du XIXe siècle, de nombreux travaux vont dans le sens de cette idée. Les équations de Maxwell, les fentes de Young, les travaux de Fresnel. L'idée semble définitivement tranchée, Newton sur ce point avait tort. La lumière est bien une onde qui se propage dans ce milieu qu'on appelle l'éther. Encore un dernier effort, il faut trouver un moyen de mettre en évidence cet éther, et la quête sera donc achevée. Et c'est là qu'interviennent Michelson et Morley.
1887 donc. L'expérience de Michelson et Morley est assez simple à comprendre et se base sur la loi d'addition des vitesses, qui nous vient directement de Galilée. Imaginons une rivière dans laquelle on observe un courant V1. Imaginons maintenant deux nageurs qui vont nager exactement à la même vitesse V2, mais dans des sens différents. Le premier nageur se dirigera dans le sens du courant. Quelle sera alors sa vitesse si elle est mesurée depuis la rive? Facile, il s'agit de sa vitesse propre, la vitesse à laquelle il nage vraiment, plus la vitesse du courant qui le porte. Sa vitesse s'écrira donc V3 égale V2 plus V1. En revanche, pour le pauvre nageur qui nage contre le courant, sa vitesse s'écrira V3 égale V2 moins V1. L'expérience de Michelson et Morley se base sur cette idée. Comme on suppose fortement que la Terre avance au sein de l'éther, on devrait pouvoir mesurer ce vent d'éther. En effet, tout se passe comme si la Terre était immobile et que l'éther la traversait dans le sens inverse. Avec cette vision des choses qui ne change absolument rien pour les calculs, on se retrouve exactement dans la situation de nos deux nageurs, avec la Terre immobile, c'est-à-dire la rive, et l'éther qui la traverse, le courant. En envoyant des rayons lumineux dans le sens du courant d'éther ou dans le sens inverse, on devrait pouvoir mesurer la différence de la vitesse de la lumière. Et alors, lorsque l'on aura mesuré cette différence de vitesse, l'existence de l'éther sera clairement et définitivement mise en évidence. Michelson et Morley se préparent, ils vérifient leur dispositif, ils font les mesures et là, le choc. Quelles que soient les mesures, ils trouvent toujours rigoureusement la même vitesse. Absolument aucun écart. L'expérience est un échec. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le monde scientifique. La lumière se déplacerait donc à une vitesse constante, un peu moins de 300 000 km par seconde, et au passage, elle violerait purement et simplement le principe d'addition des vitesses de Galilée. Avec cette expérience qui était censée confirmer toutes les théories actuelles sur la lumière, ce sont toutes les certitudes des chercheurs qui s'effondrent. Repartir à zéro? Et pourtant, c'est bien une onde électromagnétique, disent Faraday et Maxwell. Oui, mais si la lumière invalide les lois que l'on utilisait jusqu'à présent, comment savoir la portée de ces lois? Car oui, d'ailleurs, puisqu'on en est là, y a-t-il d'autres objets dans la nature qui s'affranchissent de ces lois qu'on avait établies jusqu'à présent? C'est l'impasse. Jusqu'en 1905, jusqu'à l'apparition d'un jeune homme, un cancre, mal aimé par ses professeurs à cause de son attitude qu'ils jugent hautaine et de ses absences au cours. Il a postulé à l'école polytechnique de Zurich, car c'est l'une des seules écoles où l'on peut entrer sans avoir le bac. Mais il rate le concours, une première fois. Il s'acharne et réussit enfin à sortir diplômé en 1900. Bon débarras, pensent ses professeurs. Logiquement, il ne trouve aucun poste universitaire. Et pour gagner sa vie, il travaille au bureau des vérifications des brevets de Berne. Son travail, pas très passionnant, consiste à vérifier la validité des inventions qui passent entre ses mains. Mais la grande passion du jeune homme, c'est la physique. Et tous les soirs, il se forme, seul, en autodidacte. De 1900 à 1905, il réunit toutes les données que des centaines de chercheurs ont collectivement établies jusqu'alors. Il prend connaissance de l'impasse évidente dans laquelle est plongée la physique à cette époque, et un jour, il a une idée. Son nom, Albert Einstein. Einstein en prend acte et place même cette information comme la base de sa réflexion. Il existe une vitesse limite dans l'univers, indépassable, qu'on appellera c, et cette vitesse semble être celle à laquelle se déplace la lumière. La loi d'addition des vitesses nous dit que normalement, Michelson et Morley auraient dû observer un changement dans la vitesse de la lumière. Or, se dit Einstein, une vitesse, c'est une distance parcourue en un temps donné. Si la vitesse ne bouge pas, c'est donc que quelque chose d'autre bouge. Einstein est sur la voie de ce qu'on appellera par la suite la théorie de la relativité. Cette théorie totalement révolutionnaire résout d'un coup tous les paradoxes de la physique et permet au passage de conserver comme universelle la loi d'addition des vitesses de Galilée. Simplement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le temps et les distances ne sont pas figés et peuvent se contracter ou s'étirer. Einstein met également un point final au débat sur la nature de la lumière. Alors, onde ou corpuscule? Réponse d'Einstein, les deux.
La lumière est une onde électromagnétique dont l'énergie est quantifiée par des particules qu'on appelle des photons. Il explique également que la façon dont on observe un objet conditionne la façon dont on le perçoit, un peu à la manière de ce cylindre, dont l'ombre peut nous faire croire qu'il s'agit d'un rectangle s'il est éclairé sous cet angle, ou bien d'un cercle s'il est éclairé sous cet angle. Grâce à cette nouvelle vision du fonctionnement de l'univers, nos GPS vont fonctionner correctement, et nous avons pu utiliser pendant plus de 40 ans des téléviseurs à tube cathodique. Mais au-delà de ces inventions, c'est toute la compréhension de notre univers qui a été bouleversée. À l'évidence, Michelson et Morley, à l'aube de leur expérience, étaient loin de se douter des implications phénoménales qu'entraînerait l'échec de leur observation. Un échec qui a fait avancer la science, un raté qui a permis de grandir, ne pas s'arrêter aux déconvenus, les accepter, les analyser et en tirer collectivement des conclusions. Ne serait-ce pas là la meilleure leçon que pouvaient nous transmettre Albert Abraham Michelson et Edward Morley ? There is no doubt, Satan.